Bienvenue, bienvenue dans les Évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique, rigoureuse et des sciences modernes. Alors ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose donc une lecture scientifique et spirituelle pour redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. Alors lorsque nous poursuivons par rapport à ce qui a été dit précédemment sur le stratagème et l'anticipation dont a fait preuve Jacob, hein, donc il y a un couple sur la manière d'assimiler les données qu'il a en fait de la situation en Égypte et dans la capitale, on va dire. Euh, on arrive au contre-coup, c'est-à-dire ce que Youssouf a préparé. En gros, on constate en fait que Youssouf a plus d'un tour dans son sac, hein, il a anticipé plusieurs choses, et il les déploie en fait. Déjà le stratagème de faire une exigence qui peut sembler très arbitraire, mais en fait qui avait un objectif très précis, hein. C'était donc évidemment de pouvoir récupérer son petit frère. Et là, on va voir que le procédé est assez surprenant. Donc, des versets 70-76, on a le déploiement de ce qu'on peut quasiment qualifier d'un artifice judiciaire. Et cette sensibilisation, en fait, le Coran veut nous sensibiliser à l'existence, à la réalité de ce qu'on appelle en fait un pluralisme des normes. En gros, le Coran veut montrer en fait que les normes, c'est des constructions. Un pays, une civilisation, une cité, un groupe, une communauté va édicter des normes. Évidemment, le principe selon le Coran d'ailleurs, plus ces normes tendent vers la sagesse, plus elles s'universalisent. Ça, c'est un peu le sens commun, hein. Tout le monde est à peu près d'accord sur ça, hein. Plus elles tendent vers la sagesse, plus elles sont universelles. Évidemment, l'inverse produit l'inverse, l'opposé. C'est-à-dire que plus elles sont arbitraires, curieuses, contradictoires, euh, contre-productives, eh bien, en fait, elles deviennent très particularistes et très particulières. Elles ne peuvent pas s'universaliser. C'est ça, en fait. Donc ça, déjà, ça amène aussi à comprendre, et avec vraiment lucidité, le fait que les normes, en elles-mêmes, sont relatives. Les normes sociales, les normes juridiques, les normes administratives, les normes politiques, même. En fait, elles sont toutes relatives. Mais seule la sagesse, et donc après, la sagesse, c'est quoi, hein? C'est que la sagesse, c'est ce qui arrive en toutes circonstances à faire la distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre ce qui a de bonnes conséquences et ce qui a de mauvaises conséquences. Et cela, contrairement à ce que beaucoup de gens ont tendance à croire un petit peu de plus en plus dans notre époque, ce n'est pas une affaire d'opinion. Ça faut vraiment bien avoir à l'esprit. Ce n'est pas une affaire d'opinion. Il y a un souverain bien, comme disaient les anciens philosophes. Il y a un bon objectif. Il y a une justice immanente. C'est-à-dire qu'en fait, euh, par exemple, très basiquement, si on se base sur la sourate 12, hein, de Youssouf, emprisonner quelqu'un qui n'a rien fait, y a, ça ne demande pas de très grosse élaboration intellectuelle et philosophique pour comprendre que c'est mal. Priver de sa liberté quelqu'un qui n'a rien fait, et qui en plus ne le veut pas, parce que on peut priver de sa liberté un soldat qui veut s'engager, hein. Il se prive de sa liberté. On peut priver de sa liberté un salarié qui décide d'être employé de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour, et pour une durée déterminée ou indéterminée. Voilà. Mais quelqu'un qui est emprisonné contre son gré, dont on prive de liberté contre son gré, eh bien, c'est mal. C'est très simple, hein, c'est mal. Et, et évidemment, il peut y avoir des normes particulières qui peuvent essayer de donner des raisons, des explications, des finalités à ce genre de pratique. Il demeure qu'universellement, c'est rejeté par les êtres humains. Et in fine par le bon sens, hein, évidemment.
Donc c'est ça. Donc ce qui tend vers davantage de sagesse, c'est ce qui assure davantage de liberté, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire ce qui permet d'amplifier la capacité d'agir. Et oui, hein, on a du mal à comprendre parfois que bah, le savoir est une condition nécessaire à la liberté. Et oui. Par exemple, vous n'êtes pas libre de naviguer dans une ville dont vous ne connaissez absolument rien. Plus vous connaissez la ville, plus votre liberté augmente. C'est un petit exemple, mais qui déjà illustre pas mal de choses. Et donc le savoir est une condition nécessaire à la liberté. Par conséquent, tout ce qui permet de produire davantage de savoir, tout ce qui permet d'étendre davantage l'accès au savoir, est une chose qui tend vers la sagesse. Et donc c'est universel. Parce que c'est un bien. Et oui, tangiblement, on ne peut pas reprocher. Alors évidemment, il y a des systèmes qui font ça, hein, qui reprochent qu'on dise trop de choses aux jeunes, ou qu'on leur donne trop d'informations, ou qu'on lise trop de livres. Il y a eu des époques très sombres où c'est même allé très loin, mais mais voilà, bah, et ben c'est pareil, c'est universellement accepté et reconnu. C'est un mal. Empêcher les gens de savoir, c'est un mal. Ouais. Créer des obstacles à la connaissance, c'est du mal. Donc, ouais, c'est très important de bien avoir à l'esprit que lorsqu'on parle de sagesse, on n'est pas dans des particularismes, nous ne sommes pas dans des maximes particulières, comme le disait Tocqueville, communautaires même. Non, nous sommes en fait dans une logique qui prend son sens sur des principes cardinaux, qui constituent en fait les éléments les plus essentiels de notre existence. Et dans le cas qui va nous intéresser dans cet épisode, c'est que on va assister à une confrontation de normes. Et ça, c'est très joliment fait parce que le Coran veut montrer que même lorsqu'il y a une proximité géographique, eh bien en fait on peut voir des systèmes très différents avec une manière de d'appréhender les actes et en particulier un acte délictueux de manière différente. Et Youssouf va exploiter cette différence, va exploiter ce delta qui peut exister au niveau des normes. Donc Youssouf va mettre en place un stratagème en fait, hein, une manigance, clairement, hein. On peut pas l'appeler autrement. On peut essayer de trouver d'autres manières de le désigner, mais le fait est que en fait il va placer une coupe, une coupe voilà, une coupe dans les bagages de la fratrie, mais évidemment, il va la placer en particulier dans le bagage du petit frère, du cadet. Alors en général, effectivement, selon la Bible, on l'appelle Benjamin, ça vient d'ailleurs de là l'expression mon Benjamin, Benjamin, hein. Il est intéressant de savoir que Benjamin, linguistiquement, ça signifie le fils du Sud, hein, l'enfant du Sud, ou l'enfant de ce qui est heureux. Parce que justement, le Sud a toujours été un synonyme pour les Bédouins de quelque chose d'agréable et d'heureux. Et en fait, Yamine, hein, ça désigne en fait davantage le Sud. Et comme les Bédouins, qu'ils soient judaïsants dans les époques antiques reculées ou qu'ils soient arabes, ont toujours une trajectoire en fait de voyage où ils s'orientent vers l'est. Donc, comme ils s'orientent vers l'est, le, le, leur droite se trouve pointe vers le sud, tout simplement. Et le sud, du coup, bah, il l'appelle Yamin. Ça vient de là, hein. Et donc le Yamin, c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit que le Yamin c'est la droite. Mais ce n'est pas son sens premier, vous voyez. Et c'est pour ça que le Yémen s'appelle Yémen. Parce que justement il est dans le sud heureux de l'Arabie. D'où aussi son surnom d'Arabie heureuse. Voilà, pour la petite histoire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Youssouf veut mettre en place un stratagème où, et là on voit, hein, vous l'avez remarqué, hein, c'est une histoire qui regorge de stratagèmes. Pourquoi? Alors déjà, ça montre aussi le fait que nous sommes dans une société qui est assez complexe. Ça veut dire quoi? C'est qu'une société assez complexe signifie qu'elle a sophistiqué ses normes. En gros, on est sorti de la survie. Nous ne sommes plus dans un régime de survie. Et comme nous ne sommes plus dans un régime de survie, eh bien, les normes s'affinent et quelque chose qui peut sembler parfaitement logique ou banal dans un système de survie devient tout de suite un peu plus grave, voire criminel dans un système de raffiné, développé, complexe. Vous voyez, donc c'est ça, hein, ça aussi, ça vous montre encore une fois la relativité des normes. Eh bien, donc Youssouf va faire placer la coupe dans le bagage du petit dernier, du petit frère,
et il va crier au vol. Il va faire appeler en fait un crieur, hein, comme on dit, un héros, pour dire, pour alerter en fait sur le fait qu'il y a un vol. Donc tout de suite, la réaction spontanée de la fratrie, c'est de dire mais attendez, attendez, qu'est-ce que vous avez perdu? C'est très intéressant en fait, hein. Ils sont sur une défensive normale. Parce que là, par contre, pour le coup, ils sont vraiment pas au courant de ce qui se passe. Et oui, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on voit leur, en fait, qu'ils sont innocents, en fait, tout simplement. Et ça peut paraître bête, hein, mais juste cette réaction de dire, mais vous avez, vous avez perdu, parce que c'est pour que vous croyiez carrément qu'on est volé, en fait, parce que là, nous, on n'a rien volé. Ouais, oui, cette subtilité de la manière de réagir, etc. Et donc la réponse c'est nous avons perdu la coupe du roi. Donc là ça va même très loin parce que là on est en train de mettre un élément aggravant parce que c'est pas simplement une coupe, hein, c'est pas une simple coupe, c'est la coupe du roi. Donc facteur très 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 aggravant. Et à tel point que c'est justement dans la logique de la gravité. Et en fait, vous apprécierez la mise en scène, en fait, savamment pensée par Youssouf, parce que tout ça, c'est Youssouf, hein. Eh bien, on promet une grosse récompense. Et c'est en gros pour bien montrer et surligner la valeur de l'objet dérobé, on insiste sur... parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est que bien souvent, d'ailleurs, pareil, hein, d'un point de vue logique, un vol augmente, sa gravité augmente en fonction de sa valeur. Évidemment, d'un point de vue logique. C'est pas toujours le cas, hein. Mais voilà, c'est souvent ce qu'on peut penser. Et donc là, on voit bien que il y a bien cette manière de surexploiter la situation, d'exagérer la valeur, et en montrant que pour montrer clairement sa valeur, on montre l'importance de la récompense. Hein, donc c'est carrément un chameau entier ou enfin voilà quoi. Il y a vraiment toute une surenchère, voilà. On va dire toute une surenchère autour de cette valeur et autour de cette coupe. Et là, donc, clairement, hein, la position, la défense des frères, qui est cohérente, hein, parce que, encore une fois, bah, ils sont vraiment innocents. Et nous, c'est intéressant, en tant que lecteurs et receveurs, nous le savons. Nous, on le sait. Et c'est ça qui est très fort. C'est ça qui est assez puissant. Et surtout, c'est que les frères ne savent pas qui est à la manœuvre. Ils ne se doutent même pas qu'il y a une manœuvre. Mais donc tout de suite leur réponse, c'est de dire, vous savez pertinemment que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption, pour chercher des problèmes. Et en plus, c'est intelligent de leur part de dire ça, parce que, oui, c'est l'importance d'une défense. Parce que, ben, dans la mesure où ils dépendent. Vous voyez, c'est là tout l'intérêt, hein, justement même d'une bonne et d'une juste plaidoirie. Voilà. C'est de pouvoir en fait insister sur des faits et de les expliciter qui sont en fait évidents, mais qu'il est très important et nécessaire d'expliciter. C'est-à-dire de rappeler que bah attendez, nous on vient, c'est déjà parce qu'on en a vraiment besoin. On vient, on a réellement besoin de venir et d'ailleurs et qu'en plus ils ne viennent pas pour simplement pour faire du commerce. Ils sont pas venus pour ça, hein. Même s'il y a échange, hein, ils ne viennent pas seulement pour du commerce. C'est aussi et surtout pour échanger et recevoir de la nourriture vu justement le stress agricole dans lequel on se retrouve dans ce contexte. Oui, donc c'est ça qui est intéressant. On voit hein, comment le Coran veut nous faire rentrer dans dans la disputation en fait, j'oserais dire judiciaire hein, de la situation. Et donc ils disent nous ne sommes pas venus pour semer le désordre et la corruption, on est vraiment venus voilà. Et puis vous le savez, hein, en plus ils font même référence au précédent, etc. Et ils terminent en disant wa ma kunna sariqin, nous ne sommes pas des voleurs. Voilà. Euh, et là, toujours dans le plan de Youssouf, qui est savamment pensé, ben, on leur rétorque, d'accord, mais dans ce cas-là, et donc ça c'est une instruction de Youssouf, hein, parce que c'est une vraie stratégie poussée, hein. Ça c'est vraiment, on voit toute la... On leur dit, ben, du coup, si jamais, enfin, selon vous, en gros, on leur rétorque, d'accord, eh bien, si on attrape quelqu'un, on attrape l'un d'entre vous, ou que on saisit le voleur, parmi vous, c'est quoi chez vous la sanction? Et c'est très intéressant. C'est quoi chez vous? قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. Alors pour vous, c'est quoi sa sanction si vous avez menti? Et donc eux la réponse, et vous voyez, donc là ils prennent la norme à eux,
qui, a priori, effectivement, selon l'Ancien Testament et selon l'histoire, tout porterait à croire en fait qu'ils sont en fait nomades, en tout cas dans une culture minimum agro-pastorale, on va dire ça. Donc ça aussi c'est très intéressant, c'est un ensemble et un ordre normatif différent de celui des cités, en particulier des cités égyptiennes et de la civilisation égyptienne. Donc leur réponse, qui peut donc qui est assez intéressante, qalu jaza'uhu, hein, donc ils répondent la sanction que nous on donne, en fait c'est ça, hein, c'est la sanction que nous on donne pour nous, c'est bah vous le gardez. En fait, vous pouvez leur en faire un captif. Voilà. Pourquoi c'est intéressant de relever ça? Parce que, oui, comme ils sont nomades, il y a un truc qui est très connu, par exemple, bah, c'est que les nomades n'ont pas de prison. Oui, ça semble très évident quand on le dit comme ça, mais c'est très important de le souligner, parce que oui, n'ayant pas de prison, euh, s'ils doivent sanctionner, en tout cas s'ils doivent sévir face à un acte problématique, délictueux ou criminel, ils doivent tenir compte de cette réalité, c'est qu'ils sont nomades. Et c'est pour ça donc que ce n'est pas dans leur culture l'emprisonnement. L'emprisonnement n'est pas dans leur culture. C'est même techniquement logique. En revanche, soit effectivement il y a ce qu'on appelle les châtiments corporels, qui ont, euh, qui ont en fait leur pertinence dans le sens où en fait elle peut empêcher quand même une certaine effusion de sang, puisque pareil, euh, historiquement, ou on pourrait même remonter même paléanthropologiquement, le nomadisme amenait en fait souvent à des résolutions de conflits de manière extrême. Hein, donc quand je dis extrême, c'est que ah il a volé, on le tue. Il a trompé, on le tue. Il a blessé, on le tue. Je bon, on caricature un petit peu, mais c'est pour que vous compreniez justement que c'est là que c'est très intéressant comment les contraintes euh, environnementales, sociologiques et anthropologiques ont un impact direct sur la manière de former des normes. Et donc les normes de l'état de leur état actuel dans le moment où ce récit se déroule, c'est effectivement de dire que si vous avez attrapé un voleur, eh ben vous le gardez. Il devient votre captif, il devient votre obligé, il devient votre esclave. Tout simplement. Donc ça peut sembler effectivement radical, extrême, mais en fin de compte, ça reste mieux que de se faire tuer, hein, dans l'absolu. Sachant que le système égyptien a une autre législation, évidemment, un autre système de normes. Et c'est ça qui était intelligent de la part de Youssouf, c'est que Youssouf veut faire en sorte qu'ils mobilisent leur législation, leurs normes, parce que c'est ça qui va l'arranger. Et, euh, et donc, d'ailleurs, c'est ce que disent, ils concluent comme ça, les frères, hein. Kadhalika najzi adh-dhalimin. C'est comme ça que nous sanctionnons. Le jaza en arabe, ça veut dire sanction. Ce n'est pas une récompense, ce n'est pas une... Et sanction, ce n'est pas sanction dans le sens seulement négatif. Sanction, c'est dans son sens le plus littéral et premier du terme. C'est-à-dire la juste conséquence, ou la normale conséquence, ou l'attendue conséquence d'un acte, ou d'un comportement, ou d'un agissement. Ouais. Donc, et, et le Coran continue en nous montrant le, le, la continuité de la stratégie, c'est que, en fait, on le sait, c'est que le, il ne pouvait pas s'emparer de son frère selon la loi du roi. En gros, comme on le voit en fait hein, dans le verset 76, hein, qui le mentionne précisément, hein, Makan aliya khuda akhahu fi din malik. Hein, il ne peut pas en fait, selon la loi du roi et du système du roi. Parce qu'effectivement, en fait, on a un conflit de normes. En droit égyptien, le vol entraînait une sanction corporelle ou pécuniaire. Oui, ce qui effectivement donc est le propre des cités. En tout cas, c'est pertinent dans une cité. Mais n'autorisait pas l'asservissement du coupable. Or, l'objectif de Youssouf, c'est la protection physique et permanente de son cadet, son petit frère. Et donc, face à un pluralisme juridique, c'est là tout le génie de Youssouf, c'est qu'il va délaisser la loi territoriale. Hein. C'est très important ça, pour celles et ceux qui connaissent bien le droit, hein, ce qu'on appelle la territorialité du droit. Hein. C'est très très intéressant. Eh bien, on voit hein, comment dans cette sourate-là, il y a une situation où en fait, on va jouer avec la territorialité du droit, où Youssouf délaisse la loi territoriale, celle du souverain, donc d'Égypte, pour solliciter la loi de ses interlocuteurs. Et en demandant aux frères de définir eux-mêmes la sanction, il les lie par leur propre jurisprudence clanique. C'est vraiment une manœuvre de très haut niveau, hein. Vraiment. Et en fait, elle consiste à utiliser la règle de l'autre pour réaliser une justice en fait beaucoup plus supérieure, parce que l'objectif pour Youssouf, vous l'avez compris, c'est de protéger et de de garder dans son giron son petit frère, qui est sûrement exposé aux mêmes problèmes auxquels il a pu être exposé. Et, et là où c'est intéressant, c'est la mise en scène.
cette mise en scène probatoire. Ouais, le Coran insiste sur la fouille. Et il nous donne cette information, c'est que Youssouf commence par les bagages de tous les autres frères. En fait, il laisse le cadet, il laisse le dernier petit frère en dernier. Pourquoi? Parce que cet ordre n'est pas fortuite. En commençant par les aînés, Youssouf respecte la vraisemblance administrative et il préserve l'effet de sidération finale. Et, et surtout, en fait, ça rend crédible la manœuvre. Lorsque l'objet est découvert dans le sac du petit frère, la culpabilité semble techniquement indiscutable. Et en fait, Youssouf place ses frères devant un fait accompli qu'ils ne peuvent pas contester. Et ils ne pourraient même pas remettre en cause la légitimité parce que c'était une fouille, vous comprenez, hein, une fouille méticuleuse. Voilà. Et le Coran termine, hein, le verset 76, en disant ainsi avons-nous agencé le stratagème pour Youssouf. Ouais, le Coran nous montre clairement que ce stratagème, et le terme utilisé c'est très important. Ça aussi c'est très 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 important. Très très important. Pourquoi? Parce que le terme qui est utilisé c'est kidna, de kaïd. Et le kaïd, c'est une ruse. Et c'est souvent péjoratif, et c'est normal que ce soit souvent péjoratif. Parce que généralement, c'est mauvais signe si on est obligé de procéder par ruse. Mais soit on procède par ruse par malhonnêteté, parce qu'on veut justement euh, se soustraire à la vigilance, à l'attention et au consentement de la personne à qui on applique cette ruse, soit inversement, on est dans un système qui est injuste, problématique, même dangereux, et pour se sauver de cette situation ou améliorer la situation ou trouver le meilleur dans cette situation, eh ben il est nécessaire de ruser. Oui. Et c'est ça l'enjeu dans cette disposition, c'est que le terme qui est utilisé, c'est kaïd. Et comme je le disais, or, c'est ce même terme qui est utilisé par le mari, hein, le mari de la femme qui a voulu séduire Youssouf, en disant que c'est une ruse, donc avec un peu cet élan blessé et donc un peu beaucoup misogyne, de dire ça c'est une ruse de femme. Le Coran a voulu montrer que c'est simplement un homme blessé qui l'a dit. Donc ça on l'a déjà dit, mais pourquoi c'est important d'insister sur ça? Parce que c'est une manière de circonscrire l'expression d'un homme blessé et de ne surtout pas tomber dans ce piège terrible et ridicule même, hein, d'essentialiser cette expression. Car en fait, le Coran transmet les faits, transmet les événements, et traduit dans son langage l'expression, encore une fois, d'un homme blessé, qui n'est pas l'expression d'une raison suprême et d'une sagesse absolue. Au contraire, non, c'est quelqu'un de blessé qui parle. Et c'est tellement vrai que le Coran va même faire en sorte d'utiliser le même terme de ruse, parce que c'est bien d'une ruse dont il s'agit, et d'une ruse qui, en soi, peut sembler malhonnête. Hein, si on était dans une logique kantienne, c'est complètement malhonnête, hein, ce qu'a fait Youssouf. C'est vraiment malhonnête. On pourrait dire, il est pas obligé de faire ça. Bah ouais, bah justement. Et pourtant, le Coran nous montre que c'est c'est Dieu qui l'a inspiré. C'est un stratagème, une ruse inspirée par Dieu. C'est-à-dire, en réalité, si on pose les choses sérieusement, c'est que c'est la nécessité d'une fin éthique qui va poser cette intelligence des moyens. C'est l'art d'articuler les contraintes d'un système pour en faire émerger une issue juste. Alors oui, certains pourraient se dire, mais attends, est-ce que ça veut dire que la fin justifie les moyens? C'est pas tout à fait ça, c'est plutôt que la fin définit les moyens. Et dans les moyens, il y a des moyens de toutes sortes. C'est là aussi que l'intelligence doit opérer. Et donc, c'est quoi la différence entre la fin justifie les moyens et la fin définit les moyens? C'est que la fin justifie les moyens, en gros, quand vous prenez un moyen très malhonnête et sombre, en fait, vous allez le justifier par une prétendue noblesse des fins, alors que quand on dit que la fin définit les moyens, ça veut dire juste qu'on doit prendre en compte que la finalité, si on est sérieux sur cette finalité-là, pose tout un tas de contraintes. Tout un tas de contraintes dont il faut tenir compte. Et c'est à partir de ces contraintes-là que nous allons devoir négocier. Et que, évidemment, dans toutes ces contraintes, il y a des choix. Des choix et des arbitrages qui doivent s'opérer. Et ces choix-là vont être animés, évidemment, soit par une éthique rigoureuse, comme celle de Youssouf, soit par une éthique crapuleuse, comme celles et ceux qui voudraient, en fait, justement, juste trouver un prétexte à, à mettre en place des ruses et des plans au nom de certaines fins à laquelle ils ne croient pas eux-mêmes. Donc, c'est ça qui est important.
c'est que Youssouf, lui, veut corriger une anomalie. Et il va utiliser d'ailleurs des éléments du droit. Et ça qu'on va voir par la suite sur le fait que ce bouleversement, cette ruse, ce stratagème, cette perturbation même qu'il va faire dans l'ordre familial, Youssouf, va avoir un impact puissant qui va mener justement au dénouement que nous attendons tous. Et c'est ce qu'on va commencer à voir, parce que ça va démarrer au prochain épisode. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Évidences du Coran. Pour aller plus loin, trouver la bibliographie, des contenus, des supports aussi, ainsi que les versions beaucoup plus longues du récit qu'on déploie sur le podcast, je vous invite à suivre le lien en commentaire et en description vers le site Patreon, le site Patreon du podcast et de tous les contenus que je propose, dans lequel vous trouverez en fait différents contenus en fonction de l'abonnement, mais surtout des moments, des rendez-vous, des supports audio inédits qu'on trouvera que dans le Patreon. Et surtout, c'est la plateforme qui permet de soutenir ce travail-là, soutenir son indépendance, soutenir sa pérennité, de pouvoir poursuivre encore et de produire davantage de contenu et de support. Et ça sera un très grand plaisir de vous y retrouver. Et d'avance, merci beaucoup pour tout votre soutien. Il ne me reste plus qu'à vous dire à demain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde.